bonne nouvelle hier soir sur TF1. Florent Pagny a rassuré tout le monde sur son état de santé. Nous l'écoutons. Moi, je vais très bien. Et je vais même très bien aujourd'hui parce que j'ai fait tous mes examens aujourd'hui après mon dernier traitement et puis une série de rayons. J'ai même fini mes rayons cet après-midi et tout s'est très bien passé et les résultats sont top. Alors, oui, pour la troisième fois, elle disparaît. Mais bon, ça fait quand même 3 fois qu'elle apparaît, donc tu te dis, attention, il faut pas trop crier victoire. Maintenant, on rentre dans le contrôle. Je vais pouvoir retourner vivre un peu normalement et comme j'aime. Donc c'est vrai que je vais repartir dans mes contrées lointaines. Et puis comme j'ai quand même beaucoup occupé le terrain entre ce que j'ai fait et ce qui m'est arrivé, je vais foutre la paix un peu à tout le monde. Je vais aller me ressourcer et aller chercher de l'inspiration pour pouvoir redevenir créatif. Mais chez vous, à côté de Paris ou très très loin en Patagonie? Non, je vais retourner chez moi très très loin. Mais bon, moi en même temps, c'est une nuit d'avion et puis je suis là. Donc j'aime bien alterner. Je vis bien là-bas et je vis bien ici. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. On est avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Mathieu, vous êtes chef d'entreprise, vous avez 55 ans et vous souffrez d'un cancer ? Oui, un cancer dépisté juste avant le dernier stade, que ce soit métastasé, donc un cancer très agressif, qui m'a donc demandé beaucoup de traitements et beaucoup de soins et pendant 1 an et demi. Et puis là, on a redécouvert une récidive, un début de récidive. Donc je suis obligé d'y repasser et d'y retourner, un peu comme Florent Pagny, qui a connu lui 3 rechutes. Donc moi, c'est ma deuxième. Tout ça pour dire que il a de la chance, Florent Pagny, dans un sens, c'est qu'il a un cadre de vie, un confort de vie qui aide sûrement à supporter les traitements qui sont lourds, qui sont pénibles. Je ne sais pas, pour vous donner un exemple, Pascal, pour que les gens comprennent un petit peu ce que c'est que quelqu'un lambda comme moi qui doit faire des traitements. Par exemple, pour le cancer de la prostate, c'est 2 mois et demi de rayon, ça veut dire tous les jours, à 7h30 du matin à l'hôpital public, faire la queue devant la machine des rayons, devant 10, 15, 20 personnes, avec la vessie pleine, pardon du détail, mais c'est important parce qu'ils sont obligés de vous tirer dessus avec la vessie pleine pour combattre les cellules cancéreuses. Je ne pense pas que Florent Pagny soit passé par là. Je pense pas. Je pense qu'il a eu la chance de pouvoir aller dans une clinique privée, de choisir ses horaires, de ne pas prendre les transports publics. Et ça change beaucoup les choses de façon, vous voyez, importante à vivre quand on est tout seul face à son cancer, d'avoir un petit peu de confort et de choses agréables à vivre, parce que ce que j'ai vécu pendant 2 mois et demi, c'est dur, c'est très dur. Après, on passe aussi, moi j'ai eu de l'hormonothérapie, donc c'est le mot élégant pour dire c'est une castration chimique, parce qu'il faut vous couper la testostérone quand vous avez le cancer de la prostate. C'est pareil, vous devez aller à l'hôpital, faire les injections. Je pense que quand on s'appelle Florent Pagny, on peut demander à une infirmière de venir à domicile. Il a les moyens pour ça, et tant mieux pour lui. Et je pense, ça aide énormément à supporter tout la difficulté que entraînent ces traitements et ces remèdes. Et puis je pense aussi à Bernard Tapie, le pauvre feu Bernard Tapie. Vous voyez, quand on s'appelle Bernard Tapie, on a la chance aussi d'avoir, par exemple, de pouvoir essayer des nouveaux protocoles, ce qui est absolument exceptionnel. Moi, quand mon cancérologue m'a dit « on va faire ça, monsieur », je ne lui ai pas dit « attendez, moi ça ne me convient pas. Vous, ce que vous me décrivez en effet secondaire, c'est tellement terrible, vous ne pouvez pas me proposer une solution plus douce, plus… » Il me dit « non, c'est ça ou rien ». Bon, mais quand on s'appelle Bernard Tapie, on peut essayer d'autres traitements, d'autres choses. Et puis, on bénéficie des dernières technologies. Moi, j'ai bénéficié de machines qui sont en service depuis très longtemps. C'est pas forcément les dernières technologies les plus douces, les plus faciles à supporter. Donc voilà, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais je veux simplement bien faire comprendre qu'avoir un cancer, et quand on est une personne lambda comme moi, ou avoir un cancer et qu'on s'appelle Patrick Sébastien, Florent Pagny ou Bernard Tapie, ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Voilà. Vous êtes dans quelle ville, Mathieu, et dans quel Paris, hôpital Paris. Et dans quel hôpital vous êtes soigné? J'en ai deux. J'ai Pompidou et j'ai Cochin. Je voudrais vraiment faire réagir un cancérologue, parce que je pense qu'à Pompidou, tout le monde est traité de la même manière. Bien sûr. Mathieu, et alors évidemment, je ne connais pas, puisque je n'ai pas été confronté comme vous à la situation que vous avez vécue. Non, mais j'aurais pu faire des rayons ailleurs. Mais les rayons, par exemple, que vous avez subis, vous les avez subis à Pompidou? Ils ont été faits à Pompidou? Oui, bien sûr. Non, oui, à Pompidou, oui, absolument. Et quand vous dites j'attends avec tout le monde… Ah oui. Par exemple, je choisis pas mon horaire. On m'impose un horaire tous les jours. On me dit qu'il faut être là à 7h30, 7h45, et on me prend pas à l'heure, puisque les pauvres gens qui sont devant moi ont des difficultés à arriver en transport, avec la vessie pleine. Donc ça la dure séance est combien de annulée. temps Parce que ça dure combien de temps une séance de rayons?
En soi, la séance, elle est maximum de 10-15 minutes, mais le temps de rentrer dans la cabine, de se déshabiller, de s'installer, que ça démarre, il faut compter une demi-heure. Il faut compter une demi-heure. Et à ce moment-là, il y a un horaire qui est pris. Donc vous êtes à 7h30 et puis le suivant, c'est 8h et puis après, c'est 8h30. Chacun a une horaire. C'est comme ça. Ce serait merveilleux, c'est comme ça, mais dans la file des gens qui viennent, comprenez, ils arrivent en transport, il y en a un qui était bloqué dans le métro, l'autre qui est arrivé, qui n'a pas pu se retenir, donc elle n'avait pas la vessie pleine. Il y a plein d'aléas, Pascal. La vie, non, mais j'entends, je vous assure, j'entends. Ça ne marche pas comme ça du tout, Pascal. Ouais. Ça ne marche pas du tout. Et je comprends que vous ne compreniez pas, parce que tant qu'on n'est pas confronté à ça... J'entends bien. Mais le cancérologue, par exemple, que vous avez eu, c'est un cancérologue de l'hôpital public de Pompidou, et effectivement, vous semblez dire qu'il vous a dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il y a une forme de rudesse dans le témoignage que vous avez exprimé, et c'est ça qui m'a peut-être un peu étonné. J'imagine qu'il y a un peu de pédagogie dans ce qu'il vous dit. Pas beaucoup, Pascal. Bon. Pas beaucoup. Vous savez ce qu'on va faire. La façon dont on me l'a annoncé, et la façon dont franchement, pas beaucoup. Je vais vous dire, les gens les plus pédagogues, ce sont ce qu'on appelle les manipulateurs. C'est ceux qui vous installent sur la machine et qui savent ce que vous... Écoutez, vous savez ce que je vais faire, je le dis en direct, parce que il est souvent venu sur ce plateau. On va tenter d'appeler David Kayat à l'instant. On va marquer une pause, on va tenter de l'appeler, et ça va être intéressant son témoignage, parce que c'est un cancérologue extrêmement réputé, bien sûr, David Kayat, mais il se trouve que moi je le connais. Et il soigne bien sûr des personnalités, mais il soigne également des gens qui ne sont pas forcément des personnalités, simplement des gens qu'on lui recommande, ou comme tous les médecins, j'ai envie de dire, il ne regarde pas. Il sera là après la pause, me dit-on. Alors c'est parfait. Alors Mathieu, on marque une pause, parce que je trouve que c'est un débat passionnant que vous avez mis en place, et Mathieu, vous allez pouvoir même échanger avec lui sur le cancer que vous avez, puis j'espère surtout que ce cancer est aujourd'hui soigné dans les meilleures conditions. À tout de suite. Radio, c'est le direct et c'est un état d'esprit, et je salue David Kayat que vous connaissez. Bonjour Monsieur Kayat. Bonjour Monsieur Pro. Vous êtes cancérologue. Nous avons commencé l'émission d'abord avec des bonnes nouvelles, puisque hier soir Florent Pagny a rassuré tout le monde sur son état de santé. Mathieu est avec nous parce que Mathieu souffre d'un cancer de la prostate, qui est soigné à Pompidou, et Mathieu disait c'est plus facile lorsqu'on est une personnalité, parce que les soins on peut les faire sur rendez-vous. Lorsque on a une infirmière, ou lorsqu'on a une injection à faire, l'infirmière peut venir chez nous, et il disait c'est plus facile quand on est Bernard Tapie, qui peut avoir des nouveaux traitements, des protocoles, alors que lui, Mathieu, dit-il, je n'en ai pas. Alors, moi, je connais évidemment assez peu ce monde-là et ces pratiques-là, et je me suis dit que vous étiez sans doute le meilleur interlocuteur, David Kayat, pour répondre à Mathieu. Est-ce que vous diriez que c'est plus facile lorsqu'on a un cancer, ou lorsqu'on s'appelle Florent Pagny ou Bernard Tapie, que lorsqu'on s'appelle Mathieu? Écoutez, probablement en France moins qu'ailleurs. On a un système de santé qui permet un accès aux soins totalement universel, puisque tous les Français y ont droit, même ceux qui sont au chômage avec la CMU. Et c'est un accès illimité, c'est-à-dire qu'on n'a jamais tenu compte du coût du traitement du maladie pour sélectionner les malades et refuser le traitement parce qu'il était cher. Et ça, c'est probablement le seul pays au monde qui dispose de ces deux caractéristiques dans son système de santé. Alors bien sûr, quand vous êtes connu, vous avez... les gens ont tendance, le personnel, etc., à vous regarder parce que vous êtes une idole éventuellement. Et puis c'est vrai que les gens qui ont beaucoup de moyens peuvent se faire des soins à domicile, où il y a parfois des dépenses supplémentaires par rapport à ce qui est remboursé. Mais globalement, très peu, je pense. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Je dirais qu'en France, probablement beaucoup moins qu'ailleurs. Et je peux vous dire que ce patient qui a parlé de son cancer de prostate, à Pompidou, vous avez le service d'urologie qui est très spécialisé, d'oncologie, de cancéro, très spécialisé justement dans le cancer de prostate, avec le professeur Stéphane Oudard, et ils ont des tas d'essais de nouveaux médicaments. Et si le malade relève de cet essai, il y aura droit sans aucun problème. Alors Mathieu est là, il va peut-être vous interroger. Mathieu, Mathieu est là, peut-être que Mathieu souhaite interroger ou simplement témoigner de ce qu'est sa vie au jour le jour avec le professeur Kayat. Mathieu, c'est à vous. Oui,
Oui, bien sûr. Non, mais je voulais décrire ce qu'est la vie d'un patient qui va faire des rayons le matin avec la vessie pleine. Je pense pas que quand on s'appelle Bernard Tapie, je me répète, Florent Pagny, Patrick Sébastien, on passe par ça. On passe par un circuit différent où on est pris en charge de manière. Comme je vais vous dire, c'est tout bête. C'est comme quand ils appellent, moi j'appelle un restaurant et que c'est complet, puis eux ils appellent et on leur trouve une table. C'est tout bête. Je dis pas qu'ils bénéficient d'une machine peut-être différente de la mienne, et quoique dans le privé, ils ont des machines différentes dans l'assistance publique, mais là, c'est pas pris en charge par la Sécu. Donc moi, je n'aurais pas les moyens de le faire dans un cadre privé. Mais tout ça pour dire que, bien évidemment, ça compte l'entourage, ça compte la façon dont on s'adresse à vous, la façon dont on prend en charge, la façon dont on vous entoure. Ça compte énormément. Mais même le fait qu'eux, ils aient une communauté de fans qui leur envoient des milliers de messages, psychologiquement aussi, c'est une bataille contre le cancer. Il faut être fort psychologiquement, il faut être fort mentalement. Et ça, bien sûr, ils ont cette chance-là d'être connus. Et je pense que c'est à eux que ça fait du bien de communiquer, plus qu'à des malades du cancer comme moi qui les écoutent et qui me disent est-ce qu'ils parlent vraiment du même cancer que j'ai? Et je vais vous dire une chose, moi j'ai fait la queue dans l'hôpital public, j'ai discuté avec d'autres malades comme moi, et aucun cancer ne ressemble à un autre cancer. Je pense que le professeur Théâtre ne pourra pas me contredire là-dessus. On a tous une façon différente de supporter le traitement, de supporter le cancer, d'être entouré ou de ne pas être entouré, d'être jeune ou de ne pas être jeune, d'avoir un cancer très agressif ou pas agressif. Vous comprenez? On peut pas comparer les choses dans ce domaine-là. C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est très intéressant, le témoignage. Et c'est pour ça, David Cayat, je trouve que le témoignage de Mathieu est absolument éclairant et très intéressant. Non, mais vous avez raison, mais il y a des points où en fait, c'est faux. Il dit, je peux pas me payer de la radiothérapie dans le secteur privé. Dans des cliniques privées, il y en a beaucoup à Paris, par exemple. Mais c'est faux parce que c'est conventionné, la radiothérapie dans le privé. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne lui aurait rien coûté. C'est la Sécu et la mutuelle qui vont payer tout. Les machines sont exactement... Alors là, en l'occurrence, je peux vous l'affirmer, les machines à Pompidou de radiothérapie et par exemple à la clinique Hartmann, dans des endroits comme ça qui sont des grands endroits de radiothérapie privée en région parisienne, c'est les mêmes machines. Donc après, ce qui est absolument vrai, c'est que quelqu'un comme Florent Pagny ou Bernard Tapie va avoir beaucoup de fans qui vont le soutenir et tout. Et moi, j'ai l'impression que la personne qui vient de témoigner doit être probablement un petit peu seule. Et ça, c'est... Alors, il existe des prises en charge psychologiques pour les gens qui sont seuls, justement, avec leur cancer. Et il ne faut pas hésiter une seconde à faire appel. C'est généralement totalement gratuit. Il y a accès à des psychologues gratuitement pour tous les malades atteints de cancer en France. Donc s'il se sent seul, s'il n'y a personne à qui parler, s'il n'a pas, comme moi, comme tout le monde, moi non plus, j'ai pas de fans, si je suis malade, j'aurai ma femme et mes enfants, c'est tout. Mais s'il a besoin, lui, parce qu'il est seul, il ne faut pas qu'il hésite. Il n'a pas Mathieu, été au bout de ce que lui offre le système de santé. Mathieu, est-ce que vous vous sentez seul dans cette épreuve ? C'est intéressant ce que vient de dire le professeur Cayat, s'il me donne l'occasion d'en parler. Non, j'ai ma femme, j'ai mes amis, j'ai mes proches, et heureusement, mais c'est pas des milliers de fans, ça n'a rien à voir, et c'est pas comparable avec des gens connus. Mais ce que je veux dire, j'ai essayé effectivement la psychologue à l'hôpital, que je ne citerai pas, parce que j'avais quand même pris un tel coup sur la tête que je me sentais défaillir. Et j'ai eu un premier rendez-vous avec la psychologue dans son bureau. Et j'ai été effaré par, je dirais, la médiocrité de la personne que j'ai eue en face de moi, la discussion que j'ai eue. Elle me regardait avec des yeux de chien battu en disant « Mon pauvre monsieur, je vous comprends, à votre âge, avoir un tel cancer, ça doit être terrible à vivre. Vraiment, vous devez vous sentir vraiment effondré. » Et en fait, quand elle m'a parlé comme ça, je me suis effondré effectivement parce que, mais c'est pas ça que je demandais. En fait, je demandais qu'elle me redonne, qu'elle me rebooste, qu'elle me dise que je vais m'en sortir, qu'elle me donne une force. Et là, en fait, c'était vraiment le niveau zéro de la psychologie du café du commerce à 2 balles, excusez-moi. Et j'étais très déçu, alors parce que c'est peut-être gratuit. On a peut-être du personnel qui n'est pas qualifié, mais la façon dont elle m'a enfoncé la tête que j'avais presque sorti de l'eau. Ça a été une catastrophe ce rendez-vous et je n'ai plus jamais eu à faire. Bon, Mathieu, c'est peut-être une mauvaise expérience et peut-être faut-il la renouveler. Je vais remercier en tout cas David Cayat. Je vais remercier David Cayat. Il y avait un peu de bruit. J'ai le sentiment que vous êtes peut-être dans un aéroport. Oui, exactement. Vous m'avez pris juste avant un décollage. Bon, écoutez, merci en tout cas. Et puis il faut que vous reveniez nous voir, David Cayat, parce qu'on fait des émissions formidables avec vous. Il y a une très grande pédagogie. Vous êtes rassurant en même temps et vous accompagnez, je le sais, d'une manière assez remarquable. Il n'y a pas que... dire un mot, il va s'en sortir, votre malade, parce que la prostate, aujourd'hui, c'est très, très bien soigné. On a des dizaines de traitements et c'est vraiment... le pronostic de ce cancer a beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. Donc, il faut qu'il ait la foi, le courage et qu'il
qui croit dans son avenir. Eh bien, écoutez, on va rester avec Mathieu juste après la pause. Et bon voyage, Monsieur Kayat. On marque une pause. Merci. Et nous revenons avec Mathieu pour terminer évidemment cette conversation qui était extrêmement éclairante. À tout de suite. Si vous nous rejoignez un instant, nous parlons cancer et traitement parce que Florent Pagny hier a rassuré tout le monde sur son état de santé. On est avec Mathieu qui a pu converser d'ailleurs avec le professeur Kayat. Mathieu, les propos rassurants d'ailleurs du professeur Kayat dit que dans votre malheur, votre chance si j'ose dire, c'est d'avoir un cancer qui a des traitements aujourd'hui très performants. Mais ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment ça a été décelé. Non mais attendez, le professeur Kayat, je le remercie pour ses vœux de rétablissement. Il a raison, je le rejoins. Le cancer de la prostate, on en meurt beaucoup moins que le cancer du pancréas ou que le cancer du foie, c'est vrai. Mais attention, dire la vérité aussi, toute la vérité, dire l'autre partie. C'est-à-dire que les traitements, le remède que vous subissez, parfois, j'ose le dire, pire que le mal. C'est-à-dire que je ne vais pas mourir du cancer de la prostate, mais je vais peut-être mourir, entre guillemets, de détresse psychologique et d'une vie vraiment pénible, parce que vous savez, le traitement qu'on donne aux gens qui ont cancer de la prostate comme moi, j'ai lu un article là-dessus, c'est le même traitement qu'on donne à des violeurs de petites filles ou de petits garçons pour la castration chimique. Donc c'est quelque chose qui vous flingue, mais d'une brutalité inouïe, votre testostérone. Donc la testostérone, c'est quoi? C'est votre force mentale, votre force psychologique, votre envie de vous battre, c'est votre sexualité. À 55 ans, ne plus avoir de vie sexuelle, il faut quand même le digérer et l'accepter. C'est pas quelque chose de mince à comprendre et à accepter. Donc il y a les sensations de brûlure chaque fois que vous allez aux toilettes. Vous allez aux toilettes parfois 3 fois dans une demi-heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ok, on ne va pas mourir de cancer, mais pour quelle vie? Pour quel type de vie? Pour quelle forme de vie? Mais ça, c'est passager, à votre avis, ou ces brûlures et cette... Je vais vous répondre comme tous les médecins. Ça dépend des gens, ça dépend des patients. Et cette vie sexuelle arrêtée, c'est pendant le traitement ou c'est définitif? Non, c'est définitif. C'est définitif. Donc effectivement, ce sont des conséquences. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Bien sûr. Oui, on ne va pas mourir de cancer, mais il faut voir quelle forme de vie vous allez avoir derrière. Voilà. Ouais, vous me demandiez autre chose. Comment ça avait été décelé? C'est ça qui intéresse sans doute pour ceux qui nous écoutent, parce que parfois on apprend trop tard qu'on a un cancer. C'est un petit peu mon cas. Je conseille à tous les hommes de 50 ans d'aller faire un examen, un toucher rectal et une prise de sang PSA tous les ans pour vérifier, parce qu'on a tous en fait, ce que m'a expliqué le cancérologue, un cancer de la prostate qui sommeille potentiellement en vous et qu'il faut aller contrôler tous les ans. Donc moi, c'est des envies d'uriner fréquentes que j'avais qui m'a fait mis en tête que peut-être j'avais un souci. C'est quoi des envies fréquentes, pour être clair? C'est toutes les 10 minutes? C'est toutes les 2 heures? Moi, c'était je me levais 3-4 fois dans la nuit, quoi. Donc ça voulait pas dire que j'avais un cancer. Attention, il y a des gens qui me font des trucs dans la nuit qui ont simplement ce qu'on appelle un gonflement de la prostate, une prostatite. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Mais il faut le contrôler. C'est-à-dire que la nuit, par exemple, c'est le bon révélateur. C'est-à-dire que si on se lève plus de 3 fois dans la nuit, il y a un souci? Il y a un souci. En tout cas, il faut aller contrôler. Il faut aller contrôler. Et plus tôt ce sera dépisté, moins ce que je vous ai décrit sera pénible. Bon, Mathieu, je comprends que là, vous êtes dans la phase du traitement actuellement. Donc, c'est la phase la plus dure pour la deuxième fois. Mais justement, après la première phase, vous aviez pu retrouver une énergie, une forme et une vitalité sexuelle? Oui, tout doucement, mais ça revenait parce que dès que j'ai arrêté le traitement hormonal, les hormones se sont reconstituées naturellement dans mon organisme et tout doucement, ma testostérone est remontée et tout doucement, j'ai recommencé à retrouver un équilibre de ce côté-là. Mais au moment où ça allait mieux, bien sûr, le cancer s'est réveillé puisqu'il se nourrit de la testostérone et bing, on m'a redonné les traitements du premier. Et entre la fin du traitement, du premier traitement et le retour de ce cancer, il s'était passé combien de temps? À peu près 1 an. Donc pendant 1 an, vous avez été en sommeil. Le cancer a été en sommeil et là, il revient 1 an plus tard. C'est bien ça? C'est ça. Et quand on a une hormonothérapie, il faut le même temps de la durée du traitement pour récupérer à peu près ses forces et sa vitalité. Donc si vous avez 1 an d'hormonothérapie, il faut 1 an après pour pouvoir se retrouver à peu près un état de vie
normal sur un plan psychologique et sexuel. Bon, merci Mathieu et bon courage. Moi, ce que je propose, évidemment, c'est qu'on puisse échanger ensemble régulièrement et pour savoir où en sera votre traitement. Mais merci de la qualité de votre témoignage.